Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo qui aura pour objectif de vous parler de mes récentes modifications sur mon vélo Decathlon Riverside Touring 900. Pour vous donner un peu de contexte, il faut savoir que ma copine et moi, on est partis l'année dernière de la France jusqu'à la Turquie avec ces vélos. Voilà, donc c'était un voyage d'à peu près 6 mois où on a réalisé un peu plus de 4000 km. C'était donc l'occasion pour nous de nous familiariser avec la pratique du voyage à vélo, mais surtout d'apprendre, de réussir à mieux cerner nos besoins et comment on souhaitait faire évoluer notre pratique finalement du voyage à vélo. Il faut savoir que ce vélo, en l'occurrence le Riverside Touring 900 vendu par Decathlon, est à l'origine, comme son nom l'indique, un vélo de touring. Alors, je vais rapidement rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre un vélo de touring et un vélo de bikepacking. Vous verrez, finalement, elle est assez simple. Alors, une configuration touring dans le monde du voyage à vélo se caractérise finalement par l'emport de bagages assez volumineuses. Généralement, c'est deux grosses bagages à l'arrière et potentiellement deux petits bagages à l'avant. Ce qui peut rapidement faire un total, on va dire, de 60, 70, 80 litres emportés avec nous. La configuration Touring, elle est donc pensée pour faire de la longue distance, pour apporter du confort, mais on va dire que c'est pas la meilleure configuration pour faire du chemin et pour alléger, avoir une vision minimaliste finalement du voyage à vélo. Et c'est là qu'on en vient finalement à la configuration bikepacking. On va dire que c'est une configuration un peu plus minimaliste du touring, comme vous voyez sur la vidéo. Ça va être une configuration aussi, par conséquent, plus légère, mais surtout une configuration qui est adaptée à une pratique modérée du VTT. On va pouvoir faire un peu plus de chemin sans se soucier de nos bagages, puisque c'est des bagages qui vont être pensés pour absorber un maximum de choc. Cette vidéo aura donc pour seul objectif finalement de piquer votre curiosité, de vous montrer comment j'ai fait évoluer mon vélo d'une configuration touring à finalement une configuration bikepacking, vous parler de mes besoins et comment j'ai pu faire chacune de mes modifications et pourquoi je les ai faites. Je vous propose donc de commencer par la modification la plus visible effectuée sur ce vélo. Je veux donc bien parler des pneus. Donc à l'origine sur notre configuration touring, on avait des pneus Schwalbe Marathon Plus Tour d'une largeur de 1,75 pouces. Alors c'était vraiment des super pneus, hein, puisqu'ils étaient suffisamment fins pour avoir un rendement correct sur la route et suffisamment large pour permettre de faire un tout petit peu de chemin. Mais ce que je reprochais finalement à ces pneus, c'était un peu le manque de grip dû à la faible largeur et surtout au manque de confort. Un plus gros pneu permet finalement d'absorber mieux les chocs et c'est ce qui me manquait sur cette ancienne configuration. D'où le passage à des pneus 28-29 pouces, mais surtout à une largeur de 2,25 avec un cramponnage VTT. Donc j'ai pas mal roulé déjà avec ces pneus et j'ai aussi fait pas mal de routes. Alors évidemment, on perd en rendement sur la route, c'est évident et ça se ressent même. Mais c'est vrai que par contre le confort est tellement amélioré. Bien meilleure absorption des chocs. On est quand même plus confiant en sa machine.
on ose prendre des virages qu'on ne ferait pas avec des pneus moins larges. Et puis surtout on sent une bien meilleure polyvalence, hein. C'est-à-dire que si on va sur les chemins, eh bien on voit tout de suite que ça passe sans problème. Donc voilà, ça a été le premier changement que j'ai fait. La référence, c'est les Smart Sam de chez Schwalbe, encore une fois. Donc en largeur 2,25. Alors il faut quand même savoir que ce vélo, il a été étudié pour avoir un dégagement de pneus jusqu'à 2,4. Là on voit quand même qu'il y a encore de la marge, hein. Mais pour autant, je suis pas certain de passer à une largeur de 2,4, ça sera peut-être un peu trop. Et puis je pense que c'est quand même important de laisser une certaine largeur entre le cadre et le pneu, de façon à ce que la boue n'abîme pas trop le cadre. Le deuxième gros changement que j'ai effectué sur ce vélo, ça a été le changement de la transmission. À l'origine, sur notre configuration Touring et sur ce que proposait de base Decathlon, il y avait une bonne transmission. C'était une ancienne XT Trekking, non, Deore XT, pardon, en 3x10. Donc 3 plateaux à l'avant, 10 vitesses à l'arrière. C'était pas mal. Mais disons que moi je cherchais quelque chose de plus simple, de plus minimaliste. Je voulais, si possible, me débarrasser de mon dérailleur avant. D'une part pour libérer de la place sur mon cintre, pour faciliter l'entretien, puisqu'en fait quand vous avez 3 plateaux comme ça, c'est un peu plus difficile à entretenir. Et je voulais que le système soit plus simple et donc plus fiable, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un dérailleur avant ici, il y a un risque potentiel qu'avec l'accumulation de boue au niveau du pneu, ça vienne finalement casser le dérailleur avant. Donc voilà, ça a été pour moi la dernière raison qui m'a fait passer une transmission monoplateau. Donc j'ai longtemps hésité quant à la gamme de transmission que j'allais prendre chez Shimano. J'ai beaucoup hésité finalement entre la gamme Q's et la gamme XT, notamment la MT, il me semble, MT 8100. Mais ce qui a motivé mon choix de passer sur du Q's, c'était finalement que Q's est moins cher, un peu moins cher, mais surtout qu'ils ont introduit une nouvelle technologie. Alors il faudra voir si ça fonctionne vraiment avec le temps, mais en fait ils ont revu la cassette. Je vais me rapprocher. Ils ont revu la cassette en fait, avec la technologie Link Glide, qui permet un passage de vitesse moins à risque pour la chaîne. Et concrètement, ça permet d'avoir une durée de vie beaucoup plus importante de la transmission. Ils ont avancé le chiffre de 300% de durée de vie supplémentaire. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, on va dire. Mais déjà, si il y a un 150% ou 200% de durée de vie allongée, c'est un chiffre intéressant déjà à prendre. Et donc ce type, on va dire, de technologie, Link Glide, qui permet donc une meilleure durabilité, n'était pas disponible sur les transmissions XT, alors qu'elles étaient disponibles sur les nouvelles transmissions Q's. C'est donc ça qui a motivé mon choix pour cette gamme. C'était pas trop cher, le groupe en entier j'en ai eu pour 300 € il me semble, un peu plus de 300. J'ai donc pris une cassette en
11,50 ou 10,50, je me souviens plus, le plus petit chiffre. Mais c'est une cassette massive hein, qui permet finalement de passer partout et plus ou moins de grimper aux arbres. C'est ça qui a été un peu difficile pour moi vu que j'étais habitué à du 3x10. Avec la progressivité du 3x10, bah, je cherchais aussi finalement une cassette qui me permette de retrouver un peu cette sensation du 3x10. Il y a donc 11 pignons répartis du 11 ou 10, je ne me souviens plus, jusqu'à 50. Il existe 3 niveaux, on va dire, parmi la gamme Q's. Moi j'ai pris la version U8000 de la transmission, donc c'est la version la plus haut de gamme dans la gamme Q's. Alors le dérailleur a cette apparence. Alors ne faites pas attention au petit bout de scotch que j'ai rajouté ici, c'est juste que je fais super attention à mon matériel, j'aime pas trop quand il est abîmé. Même si en voyage à vélo il faut s'y faire. C'est donc le dérailleur Q's dans sa version 8000. Ce que j'aime sur ce dérailleur, c'est la tension de chaîne qu'il exerce. Il y a quand même une tension assez importante, ce qui permet à la chaîne de pas trop se balader quand on prend des obstacles, quand on fait du chemin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un lock ici qui permet aussi, encore une fois, de bloquer encore plus les mouvements de la chaîne. Et ce qui est sympa, voilà, c'est qu'il peut monter jusqu'à 11 vitesses. C'était pas trop difficile de le mettre en place. Et pour ce qui est du plateau, j'ai fait le choix de 42 dents. C'est un peu beaucoup, mais j'avoue que moi, je suis un peu le genre de cycliste à aimer quand même la vitesse. J'aime les montées, mais quand ça monte trop, bah finalement je pousse le vélo et puis c'est tout. Donc pour moi c'était finalement plus intéressant de prendre un gros plateau plutôt qu'un petit plateau, parce que je suis pas trop du genre à mouliner en montée. Si ça monte trop, je pousse le vélo et puis basta. J'ai changé les pédales aussi. À l'origine, il y avait des pédales en plastique. Voilà, pour un souci esthétique, bon, j'ai changé. J'ai simplement pris des pédales en alu. Parlons maintenant du poste de pilotage, un peu particulier, on peut le dire. J'ai changé le cintre d'origine. D'origine, on avait un cintre courbé qui permettait d'apporter un peu plus de confort, de relever un tout petit peu la posture du cycliste. Mais j'ai préféré partir sur un cintre plat, quasi totalement plat. Tout d'abord pour que le harnais soit parfaitement compatible. Voilà, parce que si la barre n'est pas droite, si elle est comme ça, et ben en fait les accroches du harnais se font plus difficilement. Et voilà, un cintre plat permet aussi quand même une bonne stabilité au niveau de la direction. J'ai rajouté ces petites bar ends, 2 de chaque côté. Alors celle-là je l'ai mis dans ce sens, puisque j'ai remarqué que quand c'était face à moi, et ben au niveau de la position naturelle de mes mains, et ben ça me semblait plus confortable de cette manière que de cette manière. Et puis ça permettait aussi de relever légèrement mon dos, voilà, que d'avoir la poignée ici. J'ai rajouté aussi une deuxième poignée pour reposer mes mains, mais surtout pour bloquer la tente que je vais rajouter. Alors ici c'est une tente de randonnée, c'est pas une tente de bikepacking, c'est pas ce modèle qu'on va prendre avec nous pour notre futur voyage. Mais disons que c'est pour illustrer un peu la bagagerie que j'ai pris ce format de tente. Au niveau des freins, je suis resté sur ceux d'origine. Il s'agit donc des TRP Spire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des freins mécaniques double piston. Alors clairement,
qu'on se dise, c'est pas aussi puissant, c'est clairement pas aussi puissant que des freins hydrauliques, mais en voyage, ça a le mérite d'être très fiable et surtout très 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 facilement réparable. C'est un système qui est très simple. J'ai, pour être honnête, longtemps réfléchi à passer à l'hydraulique. Mais voilà, l'hydraulique est quand même moins fiable, plus difficile à réparer. Et je me suis demandé si j'avais réellement besoin d'autant de puissance dans mon freinage. Non, peut-être pas. C'est pour cette raison que finalement je suis resté sur mes freins d'origine, les TRP Spire. On continue le tour du propriétaire. Donc ici est logée la gâchette des vitesses, donc qui monte jusqu'à 11. J'ai dû relever de cette manière les manettes de frein et de vitesse, puisqu'il y avait un léger frottement avec la sacoche juste en bas. Mais ça permet en tout cas aux petites mains de plus facilement attraper le levier de frein. J'ai enlevé la tente qu'il y avait au-dessus pour vous montrer à quoi ressemble un peu plus précisément le harnais. Donc on peut voir qu'il se décompose finalement en deux sacoches. Bon alors pour l'exemple, toutes mes sacoches ont été rembourrées avec des vêtements. Mais donc ici on a une sacoche à peu près de 6 à 15 litres. Et ici, si je me trompe pas, on est sur du 3-4 litres. C'est notamment ici que je vais y loger mon appareil photo. Donc voilà à quoi ressemble l'avant de la bagagerie. J'ai acheté aussi des petites sangles comme ça pour pouvoir sécuriser un peu mieux la tente. Donc c'est un cintre qui est quand même assez large. Je me souviens plus vraiment de sa largeur. Il me semble que c'était 720 ou 780. C'est un poil trop large. Je vais potentiellement le recouper un peu pour réduire sa largeur. Et voilà aussi à quoi ressemble le support smartphone. Alors je vais enlever mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. En fait, c'est un support qui se fixe directement sur la potence et qui est inclinable de cette manière. J'apprécie beaucoup ce support téléphone parce que déjà il est centré sur mon guidon, il est parfaitement droit. J'aime quand les choses sont symétriques. J'aime pas trop en fait quand j'ai un élément tout à gauche ou tout à droite. Surtout pour la carte, j'aime quand c'est complètement au centre. Bon, évidemment ici on a une sonnette, mais je vais pas avoir une deuxième sonnette sur la droite. Pour ceux qui connaissent le vélo, à l'origine, il y a une sortie USB reliée à la dynamo. Moi, j'ai complètement enlevé toute la câblerie électrique de ce vélo parce que, eh bien, je me suis rendu compte que ça me servait pas tant que ça. Que ça alourdissait un tout petit peu le vélo et que bon pour nous c'était pas vraiment important. C'était surtout important quand on a pédalé dans des conditions hivernales où le soleil se couchait rapidement, donc qu'on était amené à pédaler en fin de journée, un peu dans la nuit. Mais dans des conditions estivales, en fait on n'était pas du tout amené à pédaler la nuit. Et donc l'éclairage de nos vélos n'était pas suffisamment pertinent. Il y a la sortie USB, elle était finalement pas assez puissante. Je me souviens plus à combien de watts elle était bloquée, mais je crois que c'était un truc comme 3 watts. Donc clairement pas suffisant. J'ai fait des multiples essais, mais clairement pas suffisant pour recharger un portable récent. C'était suffisant
pour recharger une lampe frontale, mais voilà, ça s'arrêtait là. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit bah finalement on va encore une fois simplifier le vélo, enlever tout ce superflu et à la place fixer ce magnifique support smartphone. On va peut-être pardon, ajouter une lampe sur le guidon, mais ça reste encore à voir. Notre source de lumière, ça sera la frontale, et pour être vu, on a le gilet jaune. Deux systèmes qui sont fiables et qui fonctionnent très bien. Je vous fais juste une démo du support smartphone. Donc en mettant un peu de force, de cette manière on peut relever le téléphone et bien évidemment faire l'inverse de cette manière. Au niveau de la sonnette, j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus esthétique par rapport à la précédente. Et c'est vrai que la précédente avait pris un peu la corrosion, donc j'ai changé cet élément. Je vous propose maintenant qu'on parle de la bagagerie. Notamment là où ont été faites certaines concessions sur le volume à emporter. À l'origine, avec ma copine, je pense qu'on était à peu près... en fait, on avait 2 sacoches 24 litres à l'arrière, une sacoche tube à peu près de 10 litres, et 2 sacoches à l'avant, pour moi en tout cas, de ce modèle. Et ma copine avait une petite sacoche aussi à l'avant pour son appareil photo. Donc globalement, avec cette configuration, on perd forcément du volume. Mais finalement, pas tant que ça. On doit perdre à peu près 10 litres, je pense. Mais on gagne énormément en polyvalence. Donc ces derniers temps, j'ai pu tester un peu tout ça. Voir comment se comporte le vélo sur différents types de chemins, voir comment il s'équilibre, comment se répartissent les masses. Et je dois vous avouer que je suis quand même assez satisfait du résultat, puisque sur ma configuration précédente, donc la configuration Touring, malgré que j'avais mis des sacoches à l'avant, j'avais quand même l'essentiel du poids qui se trouvait à l'arrière. Ce qui faisait quand même un déséquilibre assez important dans le vélo, et ça se sentait au niveau de ces légères déformations. Voilà, on voyait très bien que cette configuration n'était pas adaptée au chemin. Et donc avec cette configuration que j'ai testée et que je suis toujours en train de tester, et on a un comportement du vélo qui est quand même beaucoup plus naturel. On a une répartition des masses qui est plus équilibrée, on a pas mal de poids à l'avant, du poids au centre et un peu de poids à l'arrière. Donc déjà au niveau de la gestion du poids, de l'équilibre, c'est plutôt intéressant. Donc dans cette sacoche dont j'ai pu parler dans ma précédente vidéo, j'y loge normalement le matériel pour dormir. Donc essentiellement le sac de couchage et le pyjama et peut-être le matelas. Il faut savoir que le matériel que vous emportez avec vous doit être mis en perspective évidemment avec la personne qui voyage avec vous. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui prend le matériel de cuisine, vous pourrez prendre à côté quelque chose d'autre en complément. Avec ma copine, on a pris la décision de partir sur une couette quilt, c'est-à-dire une couette en plume pour 2 personnes, plutôt que chacun prendre cette fois-ci un sac de couchage. On préfère partir sur une couette pour 2. Donc tout ça pour vous dire que le bagage qui se trouve à l'arrière, donc la sacoche de selle, il n'y aura que moi qui l'aura. Et pour le reste, ma copine aura quasi exactement les mêmes bagages que moi.
J'apprécie beaucoup avec cette sacoche, c'est qu'elle est parfaitement stable. On n'a pas cet effet, comment dire, elle ballotte pas sur la droite et la gauche pendant le pédalage. Elle protège bien de la boue, comme vous pouvez le voir. Elle fait office de garde-boue. Et elle est robuste, elle est parfaitement stable. Et étanche aussi, parfaitement étanche. Et ils ont même eu l'intelligence de rajouter une valve. Donc pour l'instant, c'est validé à 100%, cette sacoche, sur les quelques sorties que j'ai pu faire. Afin d'équilibrer les masses du vélo et occuper chaque, chaque centimètre, eh bien, j'ai pris la décision d'accrocher des bidons sur les haubans de ce vélo. Alors ce vélo, il est très intéressant pour ça, c'est que à l'origine, ces 3 inserts, ils permettent de fixer le gros porte-bagages normé 40 kg, mais en l'enlevant, on peut très bien y fixer des porte-gourdes et des gourdes. Malheureusement, on ne peut pas mettre des gourdes gigantesques. J'ai donc dû me contenter de modèles 650 ml en complément de ce modèle 850 au niveau du pédalier. Alors j'aime beaucoup ce système parce qu'il permet d'utiliser complètement le vélo pour sa bagagerie. Il n'y a pas 1 centimètre qui est perdu. J'ai pas eu de problème de stabilité, même en prenant des grosses bosses, les gourdes ne sont jamais parties de leur logement. C'est parfaitement stable et suffisamment éloigné de la roue pour pas qu'il y ait de soucis d'accident. Donc pour le moment, je suis très satisfait de cet achat. Ça m'a pas coûté bien cher, c'est du Décathlon. Ici on a un porte-gourde Van Rysel avec une gourde Van Rysel tout simplement. Au niveau de la gourde, en bas du cadre, j'ai ce modèle 850 ml, il me semble. On voit qu'il y a encore de la marge au niveau du passage de roue. Je vais certainement rester sur ce modèle. Pour l'instant, ça me convient bien. Tout ça, ça fait un total, on va dire, à peu près de 2 litres. Ce qui est relativement peu, mais qui peut être complété aisément par un camelback à glisser dans cette sacoche, puisque Decat a eu l'intelligence de fournir une sortie de tube de camelback juste ici. Et c'est encore en réflexion tout ça pour notre prochain voyage, mais peut-être que j'emporterai un petit sac à dos pour prendre un camelback. Si le camelback se trouve pas dans cette sacoche, il se trouvera dans mon dos en tout cas, puisque pour le moment la destination qu'on a en tête, c'est l'ouest de l'Afrique, donc il faudra tout de même faire attention à l'eau. Donc c'est clair que ces 3 gourdes ne seront pas suffisantes, notamment pour le bivouac. C'est donc pour cette raison qu'il faudra compléter tout ça avec un camelback qui fera potentiellement 3 litres. On continue le tour du propriétaire avec cette sacoche. J'en avais un peu parlé dans ma précédente vidéo. Elle fait toujours 9 litres. Moi j'utilise pas le compartiment ici, j'utilise le volume complet. Il n'y a rien à dire sur cette sacoche. Pour le moment je la trouve parfaite, elle remplit totalement son rôle. Alors moi j'avais quelques craintes quant à la largeur entre mes jambes. Je me demandais si mes mollets ou mes genoux allaient frotter contre la sacoche. Et là, elle a beau être remplie à fond, et j'en suis loin. Vraiment, je suis loin de toucher la sacoche. Mais en fait, tout ça, c'est une question de morphologie. Il y a des cyclistes qui vont frotter contre la sacoche. D'autres où ça frottera pas du tout. Tout ça, c'est une question de morphologie. Et moi, pour le coup, je suis chanceux. On va dire que je pédale vers l'extérieur.
Mes jambes ne frottent pas du tout contre la sacoche, c'est donc un bon point, heureusement pour moi. J'ai gardé, bon, je suis passé sur la nouvelle collection parce qu'elle a été magnifique, mais je suis passé sur ce modèle de sacoche Top Tube que j'ai adoré. Voilà, l'accès il est toujours aussi facile. On peut faire sortir un câble électrique par ici. Généralement en fait moi je mettais soit du snack, soit ma batterie externe avec le câble qui venait sortir ici et qui se branchait directement sur le portable. J'adore cette sacoche parce qu'elle a une ouverture qui est très très bien pensée. Là vous voyez, si je mets une pression ça va pas s'ouvrir. Non, il faut vraiment aller chercher ici avec le système d'aimant pour ouvrir la sacoche. C'est parfaitement adapté à du chemin. Decathlon a très bien pensé cette sacoche, et puis en plus, comme le reste de la bagagerie, elle est parfaitement étanche, ou en tout cas parfaitement étanche à la pluie. Chaque côté de la fourche, j'ai pris la décision de rester sur les sacoches bikepacking de chez Decathlon. On est toujours sur des modèles 4 litres, il me semble. Mais, en plus de la couleur de la sacoche, les sangles ont été changées. Alors, elles sont un peu moins ultra light qu'avant, mais elles sont clairement plus robustes. Donc, je pense que c'est une bonne chose ce qu'a fait Decathlon. J'aime beaucoup ce type de sacoche, puisque on peut finalement ranger pas mal de choses à l'intérieur, et surtout elles sont parfaitement étanches. Ils ont même pas mis de valve ici, il n'y en avait pas besoin en réalité. On est vraiment sur un roll top et c'est parfaitement étanche. Là je peux jeter mon vélo dans la rivière. Non, bien sûr que non, mais je serais certain que ces deux sacoches là, elles n'auront pas une goutte à l'intérieur. Tout comme cette sacoche ici où elle reprend le même concept. Il y a deux roll top sur les côtés. Ici il n'y en a qu'un seul. Cette sacoche elle varie entre 6 et 15 litres en fonction des choses à mettre dedans. J'avais peur, en pilotant le vélo et en faisant du chemin, que la sacoche se trimballe un peu trop, tremble un peu dans tous les sens, mais en fait c'est pas du tout le cas. Elle est vachement stable, et ce harnais apporte quand même énormément de stabilité à l'ensemble, donc c'est une très bonne chose. Et à l'avant on a la petite sacoche, alors moi personnellement ça me servira à mettre mon appareil photo, voilà, puis peut-être d'autres accessoires. Elle n'est pas prévue pour mettre énormément de poids et de volume, c'est évident. Mais pareil, là, durant mes tests, je l'ai trouvée parfaite. Elle remplit totalement son rôle. Elle est étanche, à condition de bien faire le petit boudin ici. Son seul petit problème, c'est peut-être un souci de montage de ma part, c'est que la sangle juste ici a tendance à un peu se desserrer. Donc elle a tendance à faire ça assez facilement. Alors c'est pas du tout dérangeant, hein, je tiens à le préciser, mais je vais réfléchir à un système pour éviter qu'elle se desserre trop facilement. J'ai changé aussi la selle. Alors, malheureusement, je ne pouvais pas garder l'ancienne selle ultra confortable, puisqu'en fait, il me fallait une selle avec ce type de chariot, un chariot ovalisé qui puisse permettre de passer sans problème la sangle. Donc malheureusement mon ancienne selle n'était pas compatible avec ce type de sacoche de selle. J'ai donc dû trouver une selle on va dire plus classique,
Je suis donc tombé sur ce modèle. Bon, c'est clairement pas de la marque, hein, on est sur une selle AliExpress. Mais finalement, elle marche très bien. Et ce que j'aime, c'est le trou qu'il y a ici. Voilà, ça permet de ne pas s'abîmer les bijoux de famille. Et d'avoir quand même une bonne aération. Donc j'aime plutôt cette selle. Je vous dis pas que je vais la garder, mais je la trouve quand même plutôt bonne. Et pour le moment, elle remplit bien son rôle. Voilà, je pense que tout est dit sur ce vélo. À terme, je dois aussi changer les roues. Parce que là, c'est déjà des modèles qui ont un peu de vécu. En enlevant le fond de jante, j'ai dû tout traiter contre la rouille et la corrosion. Mais tout n'est pas parti, donc pour repartir sereinement en voyage, on va certainement changer les roues. Voilà, parce que celle-là commence à être un petit peu fatiguée, mais pour le moment, on va dire que c'est pas urgent. Ah oui, il y a aussi une modification importante dont je vous ai pas parlé, c'est l'ajout de bandes de protection transparentes, puisque ce type de sacoche, malgré tous les efforts de conception, est amené à terme à abîmer un peu la peinture du vélo. Donc je peux que vous conseiller de protéger votre vélo pour simplement le garder plus longtemps. Donc j'ai mis par exemple des bandes de protection en haut du tube, mais aussi en bas du tube, pour le protéger des projections du pneu. Normalement vous avez tous une protection ici, pour les sauts de chaîne en fait. Mais j'en ai rajouté d'autres ici, pour protéger des projections, encore une fois. Ici, bon alors je sais, je connais certaines personnes qui enjambent leur vélo et qui font frotter leurs pieds à chaque fois sur le top tube. Moi c'est pas mon cas, mais j'ai préféré quand même le protéger à 100%. À cause du harnais qui frotte à ce niveau, je vous invite à protéger aussi votre cadre de cette manière. Donc j'ai mis une protection à l'avant et une protection qui passe ici. Un truc que j'ai oublié, c'est de rajouter potentiellement des protections à l'intérieur, puisque quand on fait beaucoup de chemin et que la boue s'accumule, elle peut très vite venir scier l'intérieur de la fourche, ou en tout cas venir gratter la peinture. Donc si vous voulez garder un tout petit peu plus longtemps votre vélo, le faire durer, ça peut être intéressant d'appliquer une protection à ce niveau. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où j'ai mis une protection? Ah oui, j'ai aussi disposé une protection à cet endroit. Encore une fois pour le protéger des projections. Et la dernière protection que j'ai mise, il me semble que c'était ici. Puisque c'est là où viennent se clipser, s'accrocher la sacoche de cintre. Potentiellement ça peut gratter un peu le cintre. Donc j'ai préféré rajouter aussi des protections ici. Voilà, c'est un vélo que je compte faire durer encore pas mal de temps. Ah oui, et la dernière c'était ici. J'en ai rajouté à ce niveau. C'est vrai que parfois il peut y avoir des projections ou simplement le pied qui vient frotter à ce niveau. Donc ça peut être intéressant de protéger aussi votre vélo à cet endroit. Donc voilà à quoi ressemble ce vélo. Si vous voulez voir à quoi il ressemblait avant, allez voir une des anciennes vidéos où j'ai fait finalement un test complet de ce vélo, mais dans sa version touring. Et voilà désormais à quoi il ressemble dans sa version bikepacking. Si vous avez des questions, c'est avec joie que j'y répondrai. Si vous avez besoin aussi des références du matériel, je vous les donnerai. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite
à toutes et à tous de bonnes aventures à vélo, et puis à bientôt j'espère.